pour moi, le sujet qui me semblait le plus intéressant, c'était celui de la contribution à l'audiovisuel public, qui fait l'objet d'une suppression. Alors, du coup, on va aborder plus particulièrement la décision du Conseil constitutionnel concernant donc, certaines dispositions de la loi de finances rectificative pour 2022. Alors pour votre culture, une loi de finances rectificative, ça a pour objet de modifier le budget de l'État en cours d'exercice. Et là vous vous dites, pourquoi est-ce que cette loi est contestée et pourquoi ça nous intéresse? Parce que ça a l'air d'être chiant comme la pluie. Eh bien, est-ce que tu as des ressources à ce sujet? Alors oui, alors je sais pas si je te les ai partagés mais à mon avis Promo et Lien c'est noyé. Je vais te partager tout en MP et je te conseille de partager du coup le communiqué de presse. Je t'envoie ça en MP, ce sera plus simple. Tac. Comme ça, tu partages. Conseil constitutionnel, attends, je l'ai trouvé sur Discord. Décision numéro 2022-842 du 12 août. Ouais, DC. Alors, il faut que tu ailles sur le communiqué de presse si tu veux comprendre quelque chose, parce que sur la décision en tant que telle, c'est un peu technique. Okay. Ouais, voilà. Du coup, pour en revenir à nos moutons, si on s'intéresse à cette loi, c'est parce qu'elle prévoit justement la suppression de la contribution à l'audiovisuel public à compter du 1er janvier 2022 et elle prévoit de financer désormais le secteur public de l'audiovisuel avec une fraction du produit de la TVA. Et c'est prévu plus précisément à l'article 6 de la loi de finances rectificative. Et pour rappel, cette contribution à l'audiovisuel public, elle finance entre autres les sociétés nationales de programmes France Télévisions et Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, les sociétés Arte France et TV5 Monde, ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel ou INA qui claim plus vite que son ombre. Voilà. Ah oui, ça on les connaît pour ça. Hein. Voilà. Et aussi, je vous ai parlé du produit de la TVA. Ce que j'entends par produit de la TVA, c'est tout simplement l'argent. C'est une salope. Hein. Bon. Mais non. Non, Lina Riel, ne te rabaisse pas à ça. On sait que toi, tu ne claimes pas pour rien. MDR. Bon. Moi, ça me fait marrer. À chaque fois que j'entends parler de dire, selon les archives de l'INA. Ah oui, les archives de l'INA. Ah là là, je te jure. Du coup, donc, encore une fois, pour en revenir à mes moutons, donc pour le produit de la TVA, donc comme je voulais vous l'expliquer, c'est tout simplement l'argent que rapporte la TVA et ça rapporte du coup, alors de ce que j'ai vu, 3% du budget de l'État, je crois, la TVA déjà, donc après j'ai vu huge du budget. J'ai vu un montant, alors c'est dans... ah merde, je sais pas si tu l'as dans les sources. J'avais vu dans un rapport sénatorial, c'était pour l'année 2021, ça correspondait à 92,4 milliards d'euros. Normalement, je me suis pas planté dans les chiffres, mais sait-on jamais, mais normalement, je me suis pas planté, cette fois. Du coup... les députés et les sénateurs, qu'est-ce qu'ils reprochent à cette loi principalement donc de ne pas assurer la pérennité du financement de l'audiovisuel public, ce qui a pour conséquence, selon eux, de priver de garantie légale la liberté de communication des pensées et des opinions, ainsi que l'indépendance et le pluralisme des médias. En gros, ils sont persuadés que cette loi de finances rectificative viole l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En gros, c'est dans ce texte que vous retrouvez tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire tout ce qui est liberté... Alors, ça correspond à la liberté d'expression, mais dedans, vous pouvez y englober les exigences constitutionnelles en matière de liberté de communication des pensées et des opinions, et l'indépendance et le pluralisme des médias. Voilà. Donc tout ça, ça correspond à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, on veut dire OK oui. Boomer. Pourquoi OK Boomer devrait être gratuit. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui s'insurgent en disant c'est quelque chose qui a été payé par nos parents, nos grands-parents. C'est quelque chose qui a été payé par la collectivité. D'où est-ce que les gens ils strike des vidéos qui utilisent leurs extraits ou qu'à minima ils les démonétisent. Mais des fois ils les bloquent complètement.
Non, même sans ça, moi je parle surtout de la redevance télé, là, c'est la contribution à l'audiovisuel public. Là, pour rappel, il y a quelques années, c'était encore, tu pouvais encore dire, voilà, c'est non, ça ne m'intéresse pas l'audiovisuel public français, donc j'ai pas de télé. Oui, moi c'est ce que je dis. Moi j'ai pas de télé, et puis c'est vrai en plus. Et je la paye pas. Et maintenant, t'es obligé de la payer. C'est tout le monde qui la paye à un coup de taxe d'habitation pour des programmes complètement pourris et regarder Joséphine Ange Gardien et Julie Lescaut. C'est pas... Attendez. C'est assez marrant parce que quand les gens disent ça, en général, la majorité des gens qui disent ça, par exemple Damon, je le prends pour exemple parce que je sais qu'il m'en voudra pas. Si Damon, toi tu dis j'ai plus la télé, mais par exemple, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu lis tous les jours pour t'informer, qu'est-ce que tu écoutes comme journaux et tout? On écoute tous du France Inter. Attends, je sais, oui. Non. On écoute tous du France Inter, on lit tous des articles de France Télévisions, de France Info, on regarde tous des journaux, des trucs, pardon, des documentaires de Arte et tout. Allez, on regarde tous au moins 1 ou 2 fois dans l'année. Peut-être, mais moi je m'en bats les couilles, quoi. Je regarde jamais, moi, ça. Ça m'arrive de regarder vite fait un peu France 24 aussi, mais sur leur replay, je regarde rarement en live, quoi. Et après, c'est pas la même démarche non plus, quoi. C'est tu regardes et leur chaîne YouTube, elle est censée être financée, hein. Leurs vidéos, elles sont monétisées, hein, sur YouTube. Donc si je regarde leurs vidéos YouTube, bah, quelque part, ils gagnent de l'argent. Alors que si je le regarde à la télé, bah, ils gagnent 0 €, à part si je paye la redevance. Donc bon, bah si je le regarde sur internet, j'estime que j'ai pas spécialement besoin de payer la redevance. T'inquiète, non, mais c'est juste que on pourrait comprendre. Dans ce cas-là, faut me financer moi aussi, hein. Il faut faire, voilà, il faut financer tous les youtubeurs, tous les gens. Oui, mais Damon, moi je serais pour qu'on généralise la redevance TV avec salaire à vie, mais redevance télé en même temps, tu vois, et qu'une partie des sous te reviennent, Damon. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est ce que, de façon privée, YouTube fait un petit peu déjà avec le YouTube Premium. C'est des gens qui payent un abonnement. Et en fait, les vues des gens qui ont un YouTube Premium, bah, je sais que par exemple, Crax, il a YouTube Premium. Bah, quand Crax va regarder une de mes vidéos, ça va être un coût pour 1000 clics qui va être beaucoup plus élevé. Les gens qui ont Premium. Moi j'ai envie de dire, s'il te plaît, allez regarder les bénéfices que font les chaînes télé. Ils sont toujours en constante augmentation. Tu regardes des séries, des épisodes de 30 minutes, t'as 3 coupures pub en plein milieu, c'est mais complètement à l'arrache, en plein milieu d'un dialogue des fois. Oui, mais ça c'est pour France Télévisions, M6 et TF1, on va dire France Télévisions. Ça va quand même, c'est bon. Ils sont pas non plus, ils dégueulent pas d'argent. Ouais, bah France Télévisions, ils ont déprogrammé Wakfu et je les emmerde. Il y a Outcast qui rappelle, bah oui, par contre, toutes les chaînes qui sont privées, c'est pas payé par vos redevances. Et c'est pour ça que je précisais, ça m'arrive de regarder France 24 qui me semble a un budget public sur le coup. Arte, alors je crois qu'il y a une partie de public, une partie privée, donc je sais plus exactement. Alors je sais pas pour toutes les chaînes, mais je sais que par exemple M6 et TF1 par exemple, ils touchent des subventions audiovisuelles publiques. Alors, donc tu les finances quand même. N'hésite pas à rectifier, hein, Olga. Après, de toute façon, là, je pense que de toute façon, c'est toujours le problème qui ressort à chaque fois. C'est que, bon, on peut on peut critiquer effectivement la qualité du contenu qui est proposé par l'audiovisuel public. Ça, clairement, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, effectivement, préfèrent que les chaînes privées, ceci dit, mais... Oui, après, encore une fois, moi je trouve que l'idée de la contribution à l'audiovisuel public en soi, une contribution, nous à gauche en soi, on est attaché à ça puisque ça fait partie en quelque sorte d'une solidarité. Mais bon, là je vais raccrocher un peu les wagons par rapport à l'affaire. Vas-y, lance-toi. Donc du coup, pour en revenir, donc il y avait un autre argument. Donc là, on va rentrer un peu dans des arguments techniques, mais je vais essayer de vulgariser tout ça. Donc il y avait un autre argument, c'était que les députés et les sénateurs estimaient que la loi de finances rectificative, donc qui
qui prévoit la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, cette loi méconnaîtrait alors un principe fondamental reconnu par les lois de la République, à savoir le principe selon lequel le secteur de l'audiovisuel public devrait être financé par une redevance. Et ce principe, donc, selon les députés et les sénateurs, donc, qui serait issu donc, d'une vieille loi du 31 mai 1933 et qui porte sur la fixation du budget général de l'exercice 1903. Mais bon, ça c'est un détail, peu importe. Et là où il va y avoir un peu de technicité, et ça va me permettre de vous donner un petit peu de culture juridique. Qu'est-ce qu'on entend par principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? Ou pour ceux qui aiment les acronymes, on appelle ça le PFLR. Alors, ce sont des principes qui ont la même valeur que notre Constitution, donc celle de 1958, et ils sont mentionnés dans le préambule de la Constitution de 1946. En gros, vous avez un passage où il est fait mention de ces principes. Il n'y a pas une liste, il est simplement indiqué qu'ils existent. Et à partir de ce bout de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel les a dégagés à partir des lois issues des républiques françaises passées, que ce soit la Première République, la Seconde, la Troisième ou la Quatrième République. Et l'exemple le plus connu de principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est la liberté d'association. En fait, le Conseil constitutionnel a dégagé ce principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui est la liberté d'association, en s'appuyant sur une loi qui a été adoptée sous la Troisième République, à savoir la fameuse loi de 1901, que vous connaissez tous et qui régit la création des associations. Après, bon, il y en a d'autres, mais je ferme cette... Ouais, voilà. Et du coup, c'est à partir de lois comme ça que le Conseil constitutionnel a pu dégager différents principes. On a pu avoir notamment le principe de l'indépendance des professeurs d'université, etc. Mais bon, là, je vais fermer la parenthèse parce qu'on pourrait en discuter longuement. Et du coup, pour en revenir à nos moutons, le Conseil constitutionnel, alors là, il va allumer les députés et les sénateurs, puisque clairement... le Conseil constitutionnel leur dit c'est du bullshit ce que vous racontez. En fait, il n'y a pas de principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le secteur de l'audiovisuel public devrait être financé par une redevance. Grosso modo, le juge en est arrivé à cette conclusion en analysant les dispositions de la loi du 31 mai 1933, plus particulièrement l'article 109, et il avait constaté que cet article n'avait ni pour objet ni pour effet de consacrer un principe selon lequel le secteur de l'audiovisuel public ne pourrait être financé que par une redevance. Du coup, première tentative des députés et des sénateurs à la poubelle. Et si vous voulez des informations à ce sujet, donc pour avoir la source officielle, donc c'est au paragraphe 21 et 25 de la décision du Conseil constitutionnel. Ensuite, et là ça va être le dernier argument, donc comme je vous l'ai expliqué, les députés se plaignaient d'une violation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bref, liberté de communication et des opinions, bref, j'en passe. Et le Conseil constitutionnel en profite, comme à son accoutumée, pour nous rappeler un peu comment ça fonctionne tout ce schmilblick. Et il rappelle qu'effectivement, en vertu de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la libre communication des pensées et des opinions ne peut être effective que si le public dispose, dans le cadre du secteur privé et public, des programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents en respectant l'impératif d'honnêteté de l'information. Ainsi, les auditeurs et les téléspectateurs doivent être à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions. Alors, bon, les annonceurs, ou le gouvernement. Oui, voilà. Ça veut dire qu'en gros, on se fait baiser depuis 10 ans, alors. Disons que tu vois, c'est ça sur le papier. Et après, ce qui se passe, c'est que le législateur. Alors là, ce que rajoute le Conseil constitutionnel, c'est que le législateur peut remettre en cause justement une loi
à condition de ne pas porter une atteinte, enfin de ne pas priver cette loi des garanties légales, des exigences à caractère constitutionnel. En gros, pour le dire très simplement, lorsque le législateur remet en cause la contribution à l'audiovisuel public, il faut que cette suppression n'ait pas pour conséquence de priver totalement le public de ce pluralisme en fait et de ce libre choix dans les programmes en fait. Oui, parce que comme on le disait tout à l'heure sur le chat, avec Sarkozy qui avait enlevé la possibilité de faire de la pub sur le service public, qui, bon, moi j'aime pas trop Sarko, mais ce qui en soi pourquoi pas, mais si d'un côté tu fais ça, de l'autre côté tu enlèves la contribution à l'audiovisuel, oui, après tu peux rattraper avec autre chose dans le budget de l'État, mais oui, c'est un petit peu risqué, parce que du coup c'est pas l'État directement qui met sous tutelle, alors, bon on te finance directement, mais c'est pas... c'est ce qui se passe avec... C'est pas une question qu'à centraliser quelque chose sur lequel on gère pas... De toute façon, comme ça a été expliqué au début, c'est le produit de la TVA qui va assurer le financement. Mais bon, du coup, pour en revenir aux garanties constitutionnelles qui sont en jeu, ici, le Conseil constitutionnel juge que le fait de supprimer la contribution à l'audiovisuel public, c'est susceptible d'affecter la garantie des ressources du secteur de l'audiovisuel public. Et cette garantie, elle constitue, selon le Conseil constitutionnel, un élément de l'indépendance du secteur public de l'audiovisuel, et ça concourt plus largement, à partir du moment où on a une indépendance du secteur public de l'audiovisuel, ça participe en fait à la liberté de la communication. En gros, c'est un effet domino. Si tu portes atteinte à la contribution de l'audiovisuel public, tu portes atteinte aux ressources du secteur de l'audiovisuel public, et du coup, tu portes atteinte à son indépendance et plus largement à la liberté de la communication. Alors, on pourrait se dire, ça y est, le Conseil constitutionnel refuse que la contribution publique à l'audiovisuel soit supprimée. Mais malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Le Conseil constitutionnel est en quelque sorte conciliant, puisque ça ne va pas suffire à remettre en cause cette suppression. En fait, le Conseil constitutionnel note qu'il y a en fait d'autres sources de financement qui sont prévues pour l'audiovisuel public, puisque pour l'année 2022, la loi de finances rectificative prévoit que le secteur public de l'audiovisuel sera financé par une fraction du produit de la TVA, qui sera bien sûr entre guillemets, d'un montant équivalent au produit de la contribution à l'audiovisuel public. En gros, ce que rapporte la contribution à l'audiovisuel public... On va vous donner la même chose en le prélevant sur la TVA. Voilà, c'est ça l'idée, pour le dire simplement. Mais c'était tous les ans une somme différente avant qu'ils percevaient, suivant le nombre de personnes qui payaient. Alors, il me semble qu'en France métropolitaine, il y avait, en gros, il y avait un montant qui était différent en métropole qu'en outre-mer, de ce que j'avais vu. Après, je suis pas spécialiste j'ai pas trop creusé sur la question du montant, du montant de, comment on appelle ça, du montant de cette contribution. Et aussi parce qu'il n'y a pas que pour l'année 2022, mais pour les années qui vont suivre. Donc la loi de finances rectificative, elle prévoit notamment à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024 que le secteur public de l'audiovisuel continuera d'être financé avec le produit de la TVA. Après, le Conseil constitutionnel pose tout de même une condition pour valider ce dispositif. Il faut que le législateur prévoit que le financement de l'audiovisuel public par une partie du produit de la TVA, il ne sera possible que s'il y a une somme d'argent suffisante qui est affectée aux sociétés et à l'établissement de l'audiovisuel public, afin qu'ils puissent exercer leur mission de service public. Voilà. Donc c'est un peu en gros le strict... En fait, pour le dire très simple, le Conseil constitutionnel dit simplement ok, vous pouvez financer avec la TVA, mais par contre, il faut que le financement qui est apporté via la TVA, ça permet au secteur public, aux sociétés et à l'établissement qui gère le secteur public de l'audiovisuel, d'assurer convenablement le fonctionnement du service.
Voilà, si je puis dire. Donc c'est vraiment le strict minimum. Alors, encore une fois, donc là, petit point de convenablement, ça se définit comme... Enfin, c'est... En gros, on vous donne l'argent tant qu'on estime que vous faites du bon boulot. Oui, c'est ça. Tant que le service public est assuré, en fait. Si on donne on va dire une somme d'argent qui n'est pas suffisante pour faire en sorte que les missions de service public... C'est subjectif, effectivement, hein, comme le dit. Oui, voilà, ouais. Et c'est encore une fois, c'est vraiment le strict minimum, c'est vraiment un peu question de principe. Alors, est-ce que c'est pas une façon, sans le dire, d'essayer d'asphyxier l'audiovisuel public et, comme le dirait Olga, finalement de pousser vers la privatisation en supprimant les chaînes Alors, ce serait pas une privatisation parce que ce serait pas des chaînes publiques qui passeraient. Non, c'est la consommation. Comme TF1 à l'époque, mais ce serait la disparition de ce qui restait de public. On a Telken qui nous dit le jour où il y aura plus de chaînes publiques, il restera que des chaînes de gros milliardaires, donc propagande sans contradiction. Et puis propagande de leurs intérêts évidemment, et puis toute l'autocensure, hein, on n'a pas forcément besoin de leur demander oui faut pas dire du mal de Vincent Bolloré. Mais ça c'est déjà le cas hein. Oui, mais il restera plus que ça, c'est ça qu'il disait. Virtual Sect qui nous dit la question est le secteur public est-il indépendant actuellement? Il l'est nécessairement imparfaitement, il me semble qu'il l'est un peu plus que je sais pas Énergie 12. Tu vas trouver quoi d'autre que des replays d'émissions de télé-réalité sur Énergie 12. Niveau contestation, niveau expression politique, niveau pluralisme, ce sera pas trop la chaîne où aller, quoi. Non mais sérieux, franchement les gens, vous êtes en train de savoir qui c'est mieux. Non, le mieux, le meilleur, c'est Damon. C'est tout. Cherchez pas. Le meilleur journaliste, c'est Damon. Qu'est-ce qu'il raconte le drogué là? Oh non, le meilleur animateur, c'est Damon. Et sinon, j'aimerais revenir sur un point culture juridique. La technique, alors, donc c'est encore une fois pour votre culture. La technique qu'a utilisé le Conseil constitutionnel, en fait, ça s'appelle une réserve d'interprétation. En gros, le Conseil constitutionnel a vu qu'il y avait un petit risque d'inconstitutionnalité dans la loi, en raison on va dire l'inconstitutionnalité en fait du texte pouvait apparaître s'il était mal interprété, et du coup pour éviter que le texte ne soit censuré à cause d'une éventuelle mauvaise interprétation qui pourrait être faite par le législateur ou par le gouvernement, le Conseil constitutionnel s'est dit que plutôt d'abroger, il fallait énoncer une interprétation de la loi à laquelle le législateur et le gouvernement devront s'y tenir. Et en gros, l'interprétation, c'est ce que je viens de t'expliquer, c'est le fait que le financement par le biais de la TVA, il doit permettre à la société et à l'établissement qui gère le secteur public de l'audiovisuel d'assurer ses missions de service public. Alors, c'est vraiment la petite réserve d'interprétation en mode... moi perso, ça saoule pas trop. Après bon, je me dis, je pense que là on peut dire que la Macronie elle a réussi son coup en supprimant la contribution à l'audiovisuel public pour le remplacer justement par le financement de ce secteur par le produit de la TVA. Après bon, on me dira, ça fait 138 € en moins à payer, et du coup bon je pense qu'on devrait pousser la chansonnette. Merci Macron, voilà, c'est tout, c'était le moment Grinch, voilà. Mais bon, encore une fois, c'est avec ironie. Non, moi je t'avoue que depuis la payer, ça va pas me faire m'empêcher de dormir, hein, parce que ça me foutait plutôt le seum à chaque fois que je la voyais arriver celle-là. Hein. Après encore de payer la redevance télé. Ah, la redevance. Après, encore une fois, ce qui peut être critiqué, c'est le contenu qu'il y a de ces contenus. C'est simplement comment elle sera utilisée, quoi. Ce qu'ils mettront dans la. Mais je vais certainement pas chanter les louanges de Macron à côté, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ouais, bien sûr, le merci Macron, c'était du troll. Ouais, pour ceux qui n'avaient pas compris, mais qui dormaient au fond. Et non, je savais pas, la Brestoise qui nous dit sur le chat que Lex Calvin a un projet de télé qui veut en parler pour en débattre avec moi. Bah écoute, bien sûr, Lex, de toute façon, ma porte lui est toujours ouverte. Évidemment, est-il besoin de le rappeler?